nous sommes très heureux de vous accueillir ensemble pour l'échange d'aujourd'hui sur notre système de santé est à bout de souffle. Les patients se mobilisent et donc l'Institut Santé avec les patients et les usagers pour la refondation du système de santé, principe d'autonomie solidaire en santé. J'ai l'immense plaisir d'être entouré de Frédéric Bizard, président de l'Institut de santé et professeur d'économie, et de René Friedman, biostatisticien, biologiste et gynécologue obstétricien. Nous sommes évidemment ensemble pour pouvoir apporter les idées des patients, des usagers et les idées façonnées par l'Institut Santé avec le regard de René Friedman. Oui, la France est malade de son système de santé. Oui, les Françaises et les Français sont touchés au cœur de leur vie et de leur quotidien dans le champ de la santé. Et pourtant, à 83%, les Français nous disent que c'est un enjeu prioritaire. Au moment où je vous parle, au temps des élections, j'ai entendu prononcer le mot santé une seule fois dans les discours des deux gagnants. Alors, que se passe-t-il? Ça se passe comment, la santé en France? Eh bien, vivre avec une maladie chronique en France, c'est difficile. Être touché par un problème aigu de santé en France, c'est difficile. Se présenter aux urgences, oui, c'est difficile. En sortir, c'est difficile aussi. Être en situation de handicap, c'est difficile. Mourir, c'est difficile. C'est évidemment une situation qui ne se passe pas bien. Ça ne peut pas être les professionnels de santé seuls, c'est cela notre idée, qui puisse résoudre tout cela. Ils font un travail admirable, mais il nous a semblé que nous rapprocher, travailler ensemble avec une vision multidimensionnelle, ça avait un sens et que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, au changement, et on l'a vu, au changement profond, à la refonte. Moi, j'appelle ça la bataille du soin. Alors, où en sommes-nous? Finalement, le soin, ce n'est pas simplement un acte technique, c'est un acte d'apporter aux personnes malades, d'apporter au système de santé des adaptations, des conduites, de s'adapter au système de notre temps, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et on sait bien que aussi bien dans les maladies chroniques, aussi bien dans les problèmes aigus, et on l'a vu avec le Covid qui combine l'aigu et le chronique, que nous n'avons pas actuellement un système de santé qui peut répondre à tout cela. Les patients s'expriment. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils sont traumatisés collectivement. Ils sont traumatisés collectivement par les fragilités du système de santé et elles sont apparues, on le sait, d'autant plus crûment lors de la pandémie, avec une transparence très forte dans les médias. La sanction pour les patients, elle est là maintenant. Ils sont évidemment inquiets et ils perçoivent d'autant plus ces défaillances, ces failles et ces lacunes. Enfin, il y a des trous dans la raquette du système de santé. Il n'est pas suffisamment organisé. Et au quotidien, je le disais, les Français sont touchés. Avoir un médecin traitant, je rappelle qu'il y a 10%, plus de 10% des Français qui n'en ont pas. Obtenir rapidement un rendez-vous, c'est 3 mois, c'est 6 mois, c'est 1 an. Accéder à un diagnostic, parfois avec des errances très longues. Par exemple, dans la spondylarthrite, on sait c'est 7 ans d'errance. Accéder dans des conditions adaptées au premier recours. Assurer un retour à domicile, un maintien à domicile, une hospitalisation à domicile. Tout cela fait sens actuellement pour que les patients prennent la parole, se joignent au président de l'Institut Santé, à l'Institut Santé, à ses experts et à l'ensemble des forces. C'est ça que nous souhaitons. Il y a un autre souhait aussi, c'est que nous voulons rester en bonne santé. Être en bonne santé, rester en bonne santé, même quand on avance en âge. On parle du vieillir bien, mais notre système de santé, il attend finalement
que les personnes soient malades pour être prises en charge et soignées, ce qui est quand même assez bien fait, on le sait, mais après, trop tard. J'ai vu une délégation chinoise qui remettait des médailles aux personnes qui restent en bonne santé et aussi aux malades qui ont guéri. Donc, c'est vraiment un système différent et c'est vrai que, en principe, le système de santé, c'est comme un château fort avec un rempart, avec des lignes de défense. Et là, on voit qu'il y a des trous qui sont majeurs dans ces lignes de défense. Et c'est vrai que notre constat, et ça c'est les patients qui le disent, eh bien c'est qu'il y a des inégalités. Et les personnes qui sont touchées par les maladies chroniques, les personnes fragilisées, les personnes qui présentent des comorbidités, les femmes, les personnes qui sont un peu défavorisées, eh bien ces personnes-là n'ont sans aucun doute, pas un accès au système de santé de façon égalitaire et solidaire. Et pourtant, on le sait, ils nous le disent aussi, les patients sont résilients, mais notre système de santé, lui, ne l'est pas résilient. Il n'est pas en capacité de résister au choc, on l'a vu, il n'est pas en capacité actuellement d'assurer les services aux personnes à tout moment, que ce soit dans l'aigu ou que ce soit dans le chronique. Alors, est-ce qu'on manque de vigilance? Est-ce qu'on n'est pas réactif? Est-ce qu'on n'est pas adaptable? Ça, en tout cas, c'est ce qui est perçu par les malades et les usagers. Et c'est pour ça que, quand je porte leur voix, et ça c'est un honneur, je dis que dès qu'on est touché par une maladie, par un symptôme, la vie devient très compliquée. Prenons un exemple. Dans les maladies chroniques, l'ostéoporose, c'est 4 millions de femmes atteintes, 1 million d'hommes. C'est la fragilité des os. La femme est en pleine vie, autour de la cinquantaine. Elle est responsable de son travail, dans sa famille, c'est un pilier. Hélas, quand elle présente le symptôme de l'ostéoporose, qui est la fracture, poignet, cheville, épaule, etc., en 2022, seul notre système de santé permet que seulement 9% de ces femmes soient diagnostiquées et traitées, c'est-à-dire mises dans un parcours de cette maladie. Et malheureusement, c'est pire, ça s'est aggravé. Il y a 5 ans, c'était 11%. Donc voilà un exemple terrible. Deuxième exemple, très rapidement, c'est la douleur. 20 millions de Françaises et Français souffrent de douleurs aiguës ou chroniques. Il y a des médicaments utiles, il y a des traitements utiles, il y a des efforts considérables des professionnels de santé pour cela. Mais le parcours douleur, la coordination autour des personnes douloureuses n'est pas à jour. Elle n'existe pas vraiment, pas suffisamment, pas solidement. Comment peut-on demander aux personnes douloureuses d'être acteurs de leur santé, acteurs de leur douleur, s'il n'y a pas cette coordination? Donc, on voit bien que sans parcours, sans coordination, le système de santé défaille. Et puis, le troisième exemple qui est d'importance, c'est l'éducation thérapeutique. On en parle, évidemment, à l'Institut de santé, on le travaille, ce sujet. L'éducation thérapeutique, elle a été fabriquée sans les malades et sans les usagers. Et ça, c'était la première erreur. Et puis, la deuxième erreur, il faut travailler là-dessus aussi, c'est qu'elle ne peut pas être que au cœur de l'hôpital. Elle doit être déportée largement en ville, dans sa presque totalité, parce que les malades, ils sont dans la ville, ils habitent dans la ville, et évidemment particulièrement les malades chroniques. Donc on voit bien que se travailler ensemble, se réfléchir ensemble auprès de l'Institut Santé, des spécialistes, des grands experts, et donc les malades et les usagers, c'est ça aussi, finalement, se réinventer et fonder un nouveau système de santé. Je voudrais rajouter qu'il y a eu des progrès technologiques fantastiques. On peut pénétrer dans le corps, on peut pénétrer dans le cerveau. Les chirurgiens peuvent opérer avec des stratégies technologiques extraordinaires. Les médicaments aussi, c'est fabuleux les progrès qu'il y a eu dans les médicaments. Mais en face, qu'est-ce que nous disent les malades? Ben, les organisations, non, ça ne marche pas. Je ne suis pas bien dans ma santé, je ne suis pas bien dans mon système de santé. Les organisations, elles se sont effilochées.
Alors nous, ce que nous pouvons faire, ce que nous souhaitons faire, les malades et âgés et l'Institut Santé, c'est apporter notre pierre, apporter notre vision à l'édifice du changement. C'est ça la démocratie sanitaire. Ce n'est pas des mots, c'est apporter du soin, apporter de la solidarité à des personnes malades, usagées, qui se sentent perdues, qui sont fragiles et bien suivies. C'est vrai qu'on pourrait arriver bien coordonné, bien organisé, on pourrait arriver à faire beaucoup mieux avec cette refondation. Je dois souligner quand même que les femmes, évidemment la santé des femmes, et notamment des femmes qui avancent en âge autour de la cinquantaine, avec leur cœur et leurs os qui se fragilisent, c'est un vrai sujet. Les personnes seules aussi, qui n'ont pas de proches, qui n'ont pas de cercle autour d'elles, les personnes en situation de handicap, qui nous parlent, qui nous disent leurs difficultés, leur sensibilité à cet abandon, ou les personnes douloureuses, comme je l'ai dit, et puis les personnes qui avancent en âge. Donc tout cela, au moment où je vous parle, les malades et les usagers sont mal à l'aise, ils sont désorientés. Il faut les écouter, il faut les entendre. Et c'est cela, cette alliance des personnes malades et usagées et de l'Institut de santé. Et vraiment, j'en remercie infiniment Frédéric Bizard, comme je remercie les experts comme René Friedman, professeur Friedman qui va intervenir. Donc non, on ne peut pas, on l'a dit, être acteur de sa santé, acteur de son capital santé quand on n'est pas sur un parcours, quand on est dans la solitude. Et ça, quand on est dans l'incoordination, c'est cela, cette réalité de terrain. Et je rappelle, je le dis, mais vous l'avez compris, les malades ne peuvent pas être les coordinateurs entre leurs médecins, leurs pharmaciens, leurs infirmières, leur aide familiale, etc. Ça veut dire que l'écosystème il s'est éloigné des besoins des malades usagers. Et nous pensons ensemble qu'il faut aussi informer bien sûr les malades, les usagers, travailler avec les professionnels de santé, travailler avec l'État, mais il faut aussi informer le grand public. Et ça, c'est un cheval de bataille de l'Institut Santé et de la FLAR que nous partageons. C'est très négligé en France. Il faut changer ce regard sur la santé en France et sur les maladies chroniques dont j'ai parlé. L'ostéoporose, la douleur, toutes ces maladies chroniques, évidemment, sont hautement concernées. Nous sommes déçus. Les politiques ne se sont pas saisis dans la campagne de ce thème de la santé des Français. Et pourtant, c'est un trésor, cette santé. Et donc, la partie santé, la partie solidarité, eh bien, on est en train finalement de voir, et les malades le disent, les usagers le disent, de la voir finalement s'étioler, diminuer. Donc, les responsabilités, nous les prenons. Nous les prenons en tant que malades et usagers, nous les prenons avec l'Institut Santé. C'est ça la citoyenneté. Et on peut faire levier, nous espérons faire levier, individuellement, collectivement. Les malades, l'Institut de Santé, ils s'unissent pour cela. Merci beaucoup. Je voudrais remercier la FLAR pour rejoindre l'Institut Santé. On est extrêmement honorés, et je ne dis pas ça par simple courtoisie, mais parce que la FLAR est la plus grande association de patients, a réussi un travail absolument remarquable pour d'abord regrouper plusieurs millions de patients et patientes sur des pathologies essentielles, principalement chroniques, qui sont les pathologies du XXIe siècle. Alors, pourquoi est-ce qu'on cherche à nouer ces partenariats? Quand on a travaillé pendant 3 ans sur la constitution du programme de refondation, qui est sorti fin de l'année dernière, sous le titre de l'autonomie solidaire en santé, on a recherché un maximum d'alliances entre des experts, je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot, mais en tout cas des gens qui, dans leur domaine, ont tous travaillé sur l'avenir du système de santé, qu'ils soient philosophes, sociologues, économistes, professionnels de santé, du public, du privé, spécialistes, médecins généralistes. Bon, si vous regardez un petit peu sur notre site, vous voyez que la centaine de personnes couvrent l'ensemble de ces spécialités, l'ensemble des spécialités scientifiques et des spécialités sociales, des sciences sociales et l'ensemble des sensibilités statutaires et politiques.
Alors, je le précise parce que je ne suis pas sûr que ça a été beaucoup fait depuis 1945, en tout cas sur une durée aussi longue. Et ça montre que c'est possible de trouver un consensus, puisque nous sommes toujours bien plus nombreux qu'au début et toujours là. Donc, on a trouvé un consensus et des points d'équilibre. Maintenant, il faut qu'on trouve des alliances pour démultiplier la pédagogie de ce programme. On l'a vu avec la question, par exemple, des retraites, tout ce qui est lié au modèle social, et c'est historique, ça c'est dans les années 20, ça a mis plusieurs années pour sortir les premières lois sur les assurances sociales. Il a fallu la sortie de la guerre pour trouver un consensus. Ce sont toujours des sujets extrêmement complexes. La santé est un sujet extrêmement complexe. Nous ne sommes pas surpris qu'elle n'ait pas été abordée à la présidentielle. On en est tous déçus, mais quand on connaît un peu le sujet, on n'en est pas surpris, tant c'est complexe. Pourtant, cette phase de 1945 à 2020 du système de santé a abordé le système de façon quelque part la plus simple. Ce qu'a dit Françoise Alliot-Launois est absolument juste, c'est-à-dire que on a essayé de créer un système d'accès aux soins, c'est-à-dire qu'une fois que les personnes sont malades, on a mis en place un système de médicalisation des territoires parmi les meilleurs au monde. D'accord ? Alors ce système s'effrite, donc j'entends déjà des gens qui disent « Oh là, mais ce n'est plus… » Ok, oui, ce n'est plus le cas, on pourrait en discuter, mais quand même, c'est la France qui a le mieux réussi ça sur le plan qualitatif et quantitatif. Sauf qu'aujourd'hui, la santé est multidimensionnelle, parce qu'on ne peut plus, comme ça a été dit, attendre que le risque soit exprimé. C'est vrai en santé, c'est vrai pour les retraites, c'est vrai pour le travail. Hein, si on a agi sur le travail en investissant 15 milliards d'euros sur les compétences, eh bien c'est pareil en santé. Il va falloir investir massivement dans le capital humain en amont. Vous voyez, donc c'est une question de changement de paradigme stratégique, paradigme économique et paradigme organisationnel. Il faut que le système ait deux jambes. Une jambe de santé publique sur la population avec une approche populationnelle et avec une approche préventive, et une jambe sur les soins avec une approche curative. C'est la condition de soutenabilité, donc de qualité dans le temps d'un système de santé au XXIe siècle. Donc ce qu'on appelle passer du soin à la santé globale. Okay ? On était très fort sur le soin. Il faut qu'on soit très fort sur l'amont du soin, le maintien en bonne santé, et évidemment toujours le soin. Et à ne s'occuper que du soin, on voit bien le système est en train de se dégrader considérablement à l'hôpital, en ville, dans le médico-social. Donc on voit bien que cette stratégie-là, pour ceux qui n'en sont pas persuadés, est une stratégie qui a fait son temps. Bon. Alors, juste un mot sur là aussi. Donc, pourquoi est-ce que tout le monde n'en parle pas ? J'ai dit que c'était complexe parce que c'est multidimensionnel, ça a une dimension économique, sociale, évidemment médicale, diplomatique, on l'a vu avec la crise. Il y a un certain déni de la crise chez ceux qui nous gouvernent, au sens large, chez ceux qui pilotent le système et chez les politiques en général, de tous les partis, puisque sinon ça serait abordé. Pour plusieurs raisons. Par manque de réflexion sur le fond. Et quand on dirige quelque chose, on est plutôt à l'aise avec ce que l'on maîtrise. Dire aujourd'hui notre système de santé est en crise, je propose une refondation du système de santé. Vous imaginez l'assurance et la maîtrise qu'il faut avoir pour argumenter derrière ça quand on est un homme ou une femme politique. Bon. Eh bien, aujourd'hui, personne n'est en mesure de dire cette évidence, qui est une évidence. Donc, ceux qui vivent cette crise la vivent pleinement, les professionnels de santé et de plus en plus les patients. Et c'est bien pour ça que c'est très important qu'une association de patients aussi puissante que la FLAR nous rejoigne, puisque ce ne sont pas des experts qui discutent entre experts de la refondation du système de santé, ce sont des citoyens. D'abord, nous sommes une base associative et nous sommes une initiative citoyenne. Nous l'avons toujours été et nous souhaitons le mettre. Donc là, nous nous associons à des citoyens qui vivent les difficultés du système et qui s'associent pour que ces difficultés cessent. Le deuxième événement, donc passer du soin à la santé globale, la deuxième chose très importante pour construire le modèle, je dirais juste après un mot sur les trois réformes structurelles et je laisserai la parole
au professeur René Friedman. Deuxième, c'est de passer un petit peu de l'offre à la demande. Vous savez que notre système de soins est un système qui pilote des professionnels de santé et des établissements de soins. Tout est pensé par rapport aux professionnels de santé. La territorialisation, par exemple, on peut dire qu'il y a une territorialisation, mais elle est pensée pas pour le citoyen patient, elle est pensée pour le professionnel de santé, avec toujours des silos. On n'a pas le même territoire si on est à l'hôpital, si on est en ville, si on est psychiatre, si on est EHPAD. Donc chacun, on a cloisonné tout ça. Bon, évidemment, tout ça ne fonctionne pas quand il faut avoir un raisonnement en parcours. Donc il faut penser à partir des besoins de santé, ce qui est la finalité évidemment de tout système, c'est de répondre à des besoins. Bon. Et en particulier, lorsqu'on veut, évidemment, ça a un lien avec la première évolution, lorsqu'on veut s'intéresser pas simplement à soigner les gens, mais à ce qu'ils restent en bonne santé. Et là, il y a tous les modes de vie qui rentrent en ligne de compte. Il y a les lieux d'habitation, il y a les territoires dans lesquels les gens vivent qui doivent être pris en compte. Il y a énormément de social dans cette branche santé publique. Donc, forcément, il faut partir des besoins. Lorsque, aujourd'hui, on pilote 280 milliards d'euros de dépenses à partir de ce qu'on appelle l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, eh bien, on a une réflexion par rapport aux besoins à l'hôpital, en ville et dans le médico-social. C'est les postes de l'ONDAM. Évidemment, ces postes-là doivent devenir des postes de besoins. Qu'est-ce qu'il faut dépenser pour maintenir en bonne santé la population? Qu'est-ce qu'il faut dépenser pour traiter les patients chroniques? Qu'est-ce qu'il faut dépenser pour traiter les soins courants? Voilà. C'est à partir de ces besoins-là qu'on va construire un objectif national de dépenses d'assurance santé. Donc, tout part du besoin, ce qui change là aussi le paradigme. On estime un besoin en termes de professionnels de santé, de démographie médicale, à partir de ces besoins. On entend beaucoup, l'un va embaucher 12 000 soignants, l'autre 50 000, mais à partir de quoi peut-on dire ça? À partir des besoins. Donc, il faut d'abord faire un travail approfondi qu'on est tout à fait capable de faire à court, moyen et long terme sur les besoins de la population et donc y dimensionner une offre de santé. Mais ça n'a jamais été fait de cette façon. Donc, juste pour ceux qui pensent que tout ça ne sont que des mots, évidemment, c'est un changement de façon de gérer les ressources. Troisième évolution stratégique, c'est ce qui avait été démarré en 1945, qui était une œuvre remarquable. Nous allons bientôt sortir une tribune pour expliquer que ce que nous faisons, c'est de poursuivre l'œuvre des pères fondateurs de 1945. Dans cette œuvre, il y avait la recherche d'une participation des citoyens, d'une responsabilisation des citoyens à la gestion du système et à la gestion de leur santé. C'était cette sécurité sociale qui était, avant d'être un financeur, est une institution démocratique gérée par les citoyens eux-mêmes à travers leurs représentants, ce système paritaire. Eh bien, à l'heure où tout le monde est d'accord pour que les citoyens soient acteurs de la santé d'une part et acteurs de la gestion du système de santé d'autre part, qu'ils soient soignants ou soignés, la loi Kouchner, qui a 20 ans a quand même lancé, a dit l'essentiel sur ce qu'il faut arriver à atteindre. Or, on a créé les droits, mais on n'a pas créé exactement les moyens d'exercer ces droits, même s'il y a eu plein de choses de fait. D'ailleurs, on ne fait que s'appuyer sur ce qui a été fait pour donner tout le potentiel à ce nouveau modèle. Donc, il faut réussir la démocratisation de la santé, qu'elle soit à l'échelle individuelle pour que les gens aient accès à cette bonne santé, ou qu'elle soit à l'échelle collective pour qu'il y ait une vraie participation, une vraie place. Ce n'est pas un strapontin, ce n'est pas on vous demande votre avis. Non, c'est vous êtes partie prenante des décisions. Alors, évidemment, tout ça est organisé, d'ailleurs, ce qui fait que ce n'est pas simple de réfléchir à la gouvernance, puisque ce n'est pas chacun, on laisse comme ça des structures réfléchir. Non, tout ça doit être formalisé entre le rôle de l'État, de l'assurance santé, ce qu'on appelle l'assurance maladie, on l'appelle l'assurance santé, des collectivités territoriales et des territoires. Alors, en 2 minutes, les 3 réformes structurelles, tout ça, on l'a longuement déjà écrit au-delà du livre dans des tribunes, et il y a beaucoup de vidéos sur le site qui expliquent ça. La première, c'est la réforme du service public, où il faut passer d'un service public hospitalier à un service public territorial de santé, c'est-à-dire que la gestion de l'offre de santé
se fait, je l'ai dit, à partir des besoins, mais à partir de territoires communs à tous les professionnels de santé et qui sont définis pour les citoyens. Donc, c'est un territoire qui doit porter le nom du territoire local. Ce sont des bassins de vie sanitaires. On estime qu'ils doivent regrouper 150 000 personnes, ce qui permet d'avoir un seuil critique où on peut vraiment trouver tous les services. Et c'est à partir de ces territoires de santé que véritablement que l'offre va s'organiser pour répondre à ces besoins de santé. Qu'on soit praticien hospitalier, qu'on soit médecin libéral, infirmier hospitalier, infirmier libéral, aide-soignante dans une EHPAD, on a une responsabilité de la santé de la population du territoire. La deuxième, et donc ça pour le patient, vous voyez que c'est une transformation, c'est-à-dire que le patient qui voit son infirmier ou qui voit son professionnel de santé, sait que son professionnel de santé a une responsabilité dans sa santé et ne peut pas, comme il est aujourd'hui, je dirais direct, on fait ce qu'on peut parce que nous, on a des ARS, on a des instructions. Non, il est acteur. Il est acteur. De la même façon que le patient est acteur, le professionnel est acteur dans ce système très décentralisé. La deuxième réorganisation, j'en ai dit 2 mots, c'est sur la gouvernance. De façon simple, il faut que l'État soit fort pour voir loin et pour voir de façon stratégique, c'est-à-dire donner une feuille de route pluriannuelle, on pense à 5 ans, sur la base d'un quinquennat, avec une grande stratégie nationale de santé publique et de soins, avec des objectifs de santé publique, avec un plan d'action, avec évidemment un budget de dépenses, budget d'investissement, de façon à ce que tous les acteurs aient une vision claire de ce que sera la santé en France, la gestion de la santé en France à 5 ans. Et il faut que cet État ait les outils pour voir loin. Or, aujourd'hui, on sait bien que cette kyrielle d'agences, on l'a vu pendant la crise sanitaire, donne très peu de possibilités de l'État de voir loin ou de prendre de la hauteur. Donc, il faut, nous, on pense avoir une grande agence nationale de santé publique qui regroupe l'essentiel de ces agences, avec une déclinaison régionale, comme ça existe aujourd'hui avec les agences régionales de santé, mais qui s'occupe uniquement de santé publique. Donc avec une approche populationnelle. La gestion des soins est sous la tutelle de l'assurance santé, dont la gouvernance est repensée pour réunir dans les conseils, pas simplement les représentants des salariés et du patronat, comme c'est le cas aujourd'hui avec le paritarisme, mais l'ensemble des acteurs. Et les outils existent. CNSA, CRSA, CTS, tous ces acronymes que les journalistes spécialisés connaissent bien, mais qui sont en gros des structures qu'on a créées justement pour représenter les acteurs. Donnons-leur une place pleine et entière pour créer de vrais parlements citoyens. Et puis, il y a les collectivités territoriales qui jouent un rôle dans des politiques publiques qui influencent sur le maintien en bonne santé. Quand on regarde le rôle des villes et des métropoles, les grandes missions sont toutes des missions à finalité sanitaire. Gérer les services collectifs, gérer les habitats, gérer tout ce qui génère du bien-être collectif. C'est comme ça que les missions sont définies. Donc, on voit bien que ça doit être des acteurs. Et nous, on pense qu'il faut, dans ces territoires, on propose des groupements territoriaux de santé qui sont des structures très légères, qui ne sont pas des structures administratives ni de financement, ce sont des structures qui permettent le débat, la décision à une échelle locale. Parce qu'il y a un moment, il faut bien organiser ces territoires. Donc, ce n'est pas une administration en plus, tout ça est une simplification puisqu'on décloisonne tout ça. Le dernier point sur le financement, que je ne développerai pas parce que ça nécessiterait une conférence de presse dédiée à ça, mais il faut simplifier le système pour qu'il y ait une meilleure lisibilité. On a une sécurité sociale qui est l'essentiel de la protection. On l'a vu pendant la crise sanitaire, qui a protégé les Français? Sécurité sociale. Cette sécurité sociale, il ne faut pas lui compliquer la tâche par des coûts administratifs très évitables, par une incapacité de pouvoir gérer le risque, c'est-à-dire d'avoir vraiment une action sur le maintien en bonne santé, par un système à 2 étages avec des assureurs qui vont gérer le flux complémentaire sur l'ensemble avec les complémentaires santé. Donc, il faut la sécurité sociale, c'est l'institution démocratique et le financeur de l'essentiel des soins. À enveloppe financière constante, ce n'est pas débat sur la grande sécu, mais enveloppe financière constante, 80% des dépenses sont aujourd'hui financées par la sécu, et on ne prétend pas qu'il faut qu'il y ait plus.
Et puis, donc elle va se retirer d'un certain nombre de soins où elle est minoritaire aujourd'hui. Et là, les assureurs privés ont un rôle à jouer comme assureurs supplémentaires sous forme régulée, plutôt avec une approche mutualiste. Bon. Et il y a tout un tas sur la e-santé sur lequel les assureurs peuvent se différencier en proposant aux assurés des services innovants. Donc, chacun peut avoir un rôle important. Les modes de paiement doivent être diversifiés. Ne pas la peine de faire du bashing sur un mode de paiement plus que d'autres. Il faut une diversification des modes de paiement pour qu'ils soient adaptés. Le paiement à l'acte n'est pas adapté à tout type d'acte, donc ne le mettons pas là sur la prévention ou sur des services de santé publique où il n'est pas adapté. Il faut aller plus loin dans la représentation des patients. Nous pensons que la loi de 2002 avait vocation à faire du représentant des professionnels de santé, des représentants des patients, des professionnels de santé. On sait aujourd'hui, vous avez le patient ressource, le patient aidant, le patient enseignant, le patient chercheur. Tout ça, ça doit être connu. Il faut voir qu'aujourd'hui, vous avez à peu près moins de la moitié de toutes ces fonctions qui sont reconnues, ça doit être reconnu. Il faut, on pense, professionnaliser ces représentants de patients. Il existe 3 départements de patients, un département de patients dans 3 facultés de médecine. On pense qu'il en faut un dans chaque faculté de médecine. Donc, il faut des lieux de formation pour qu'on ait vraiment des représentants de patients qui soient aguerris, qui soient formés. Et à partir de là, on pense qu'il faut que ce soit des professionnels de santé rémunérés comme tels. Le bénévolat a ses limites. Alors, il y a probablement des tâches qui sont du domaine du bénévolat. Par exemple, représentant de patients dans une institution, nous disent les représentants de patients, probablement. Mais clairement, lorsqu'il y a une activité d'enseignement, de formation, il faut reconnaître cette activité par une rémunération normale. On voit souvent des représentants de patients qui sont dans des situations sociales difficiles, avec des minima sociaux, et qui s'investissent massivement dans le système de santé. Je pense que plutôt d'avoir des minima sociaux, reconnaissons que c'est une activité pleine et entière et si utile pour les professionnels de santé. Voilà, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais déjà juste pour voir un petit peu tous ces sujets qu'il y a à réfléchir, à nourrir, à débattre, en faire la pédagogie avec les patients, avec l'association AFLAR. Donc, nous sommes particulièrement heureux de cette association. On va évidemment pouvoir aller beaucoup plus vite et parler à beaucoup plus de monde. Et ça, c'était évidemment extrêmement important pour l'Institut Santé. Donc, merci encore, Françoise Allais-Lenoy. Et je laisse la parole au professeur René Friedman qui nous accompagne, que je tiens à remercier, qui nous accompagne depuis 3 ans, qui n'a pas raté une seule réunion de travail depuis 3 ans, et donc qui nous fait l'honneur de nous apporter sa grande expérience, sa grande connaissance. Merci de cette réunion, parce que je trouve qu'elle, beaucoup de choses ont été dites, mais je trouve qu'elle permet de cibler excusez-moi, elle permet de cibler le débat sur le rôle du développement de la médecine, d'une part sur une jambe technique et technologique qui, ça a été mentionné, se développe terriblement et avec satisfaction, et d'autre part sur la jambe sociale et relations médecin-parcours du patient qui laisse à désirer. Alors, moi-même, ayant été un spécialiste de la reproduction, j'ai été confronté au fait que la grossesse n'est pas une maladie, mais elle peut le devenir. Et que finalement, pour éviter qu'elle le devienne, c'est vrai que l'information, la participation des patientes à leur propre grossesse est une façon d'une prise en main par les patients, donc qui ne sont pas forcément malades, mais qui pourraient le devenir du fait de la situation, d'évoluer vers un échange entre les médecins, entre les sachants et ceux qui sont en situation de besoin médical, mais qui sont prêts à participer à leur propre situation. Et je pense que c'est pour ça que, je dirais, je participe à l'Institut Santé, parce qu'il y a une réflexion sur la santé en général qui inclut les patients. Et mon idée et l'idée du groupe, c'est qu'il faut effectivement refonder sur la base, et ça a été dit plusieurs fois, sur la base concrète d'un territoire défini.
dans lequel je veux dire, les patients doivent avoir une position, ils doivent avoir un rôle reconnu et puissent exprimer les désirs, les besoins et comprendre peut-être les impossibilités. C'est pas parce qu'on fait un territoire et on entend des revendications que toutes les revendications sont réalisées. Je pense par exemple à quelque chose que je connais bien, qui est l'histoire des petites maternités. C'est pas parce qu'on entend dans un territoire donné qu'on voudrait bien une maternité à sa porte qu'elle peut concrètement être réalisée avec les besoins de sécurité que l'on oppose. Mais il y a des alternatives. Et les alternatives, pour avoir un suivi continu et offrir une sécurité et en même temps une convivialité, elle va venir aussi de l'échange entre les professionnels et justement les patientes et les patients. Donc, de ce dialogue, pour tous les parcours médicaux, il ne peut en ressortir que des bonnes choses. Encore faut-il l'organiser. Et dans le projet de refondation, c'est de cette organisation et de ce mode de fonctionnement que l'on discute. Ça a été dit, il y a bien sûr les grandes lignes sur la recherche, sur l'enseignement et sur le développement de telle ou telle activité qui se fait sur le plan national. On ne peut pas, sinon on creuserait, il faut éviter de creuser des inégalités. Mais d'un autre côté, la mise en application des grandes lignes qui se font sur le plan national ne peut se faire qu'avec une certaine souplesse qui manque aujourd'hui. Et cette souplesse, elle est basée justement sur l'intervention des patients, sur le dialogue entre les patients et le corps médical. Le corps médical, qu'il soit dans un service hospitalier ou qu'il soit, je dirais, dans l'activité privée ou qu'il soit dans l'activité salariée. Donc, c'est cette structure-là qu'il faut mettre en place avec plein de points qui en découlent, qui sont un peu techniques, et peut-être ce n'est pas le lieu d'en discuter là, mais que ce soit effectivement l'organisation de l'hôpital qui n'a pas arrêté de se mettre en superstructure, et ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe? Avant, on était une unité dans un service. Le service hospitalier permettait de définir les objectifs et la participation de tout le monde. Et lorsqu'on voit le sens qui est donné à son travail, on ne compte pas ces heures de présence à la minute. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est de réaliser l'objectif. Ça donne une dynamique. Et il est évident que si on dissocie la personne, là je parle des professionnels de santé, si on dissocie la personne des objectifs parce que c'est déshumanisé, parce qu'il y a une couche de millefeuille infernale qui fait qu'on ne sait pas très bien, on va un matin dans un service, l'autre matin dans un autre service, simplement parce qu'on bouche les trous et que le personnel est ainsi utilisé, on perd le sens. Et le sens, c'est fondamental pour l'activité médicale et c'est fondamental que ce sens soit aiguillonné par la participation des patients et leur point de vue. Donc c'est une structure, une refonte qui doit se faire dans chaque système de santé, qu'il soit libéral ou qu'il soit hospitalier ou encore ou dispensaire, avec la participation toujours conjointe, une écoute entre ce que demandent les patients et les possibilités, bien sûr, de réalisation qu'il peut y avoir du point de vue technique, médical, mais aussi du point de vue organisationnel, bien entendu. Donc, c'est toute cette démarche qu'il faudrait vraiment mettre sur la table et c'est un véritable chantier que l'on regrette de ne pas voir apparaître au moment où les élections présidentielles sont un point d'orgue et un point de réflexion pour lancer justement telle ou telle grande réforme. C'est une grande réforme de notre société qui vise à éviter les inégalités, à promouvoir le bien-être. Et c'est, à mon avis, fondamental, parce que tout le reste vient après. Si on n'est pas en bonne santé, on n'arrive pas à décliner le système économique, le système politique, le système relationnel international. Donc, c'est la base. Et ce qu'on peut espérer, c'est que la jonction entre des professionnels et des patients soit un fer de lance pour promouvoir quelque chose qui sera peut-être pas le même à Toulouse et de la région de Toulouse et dans la région du Nord, selon les dispositions, les montagnes, les autoroutes, et c'est tenir compte de la régionalisation. Mais il est certain qu'il faut une réforme de démocratie sanitaire, de changement de l'activité médicale qui soit beaucoup plus diversifiée qu'aujourd'hui, beaucoup plus en termes d'expérimentation,
et toujours, à tous les niveaux, une participation commune entre les professionnels de santé et les patients. Voilà quelques mots que je voulais dire au cours de cet entretien. Merci.